Imaginez un instant vous asseoir à table et voir arriver un hachis parmentier fumant, des croquettes dorées et un jambalaya au bacon croustillant. Ce menu digne d'un bistrot parisien n'était pas celui d'un grand restaurant en 1946, mais celui des détenus de la prison d'Alcatraz. À la même époque, dans une France d'après-guerre encore soumise au ticket de rationnement jusqu'en 1949, la majorité des familles françaises peinaient à s'offrir un tel festin. Ce contraste saisissant soulève une question fondamentale qui dépasse largement le cadre pénitentiaire. Que dit notre assiette de notre valeur aux yeux de la société? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Food Explained. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire fascinante et méconnue de la cuisine carcérale. Un miroir brut de l'évolution de nos habitudes alimentaires, de la gestion des budgets de crise et de la psychologie humaine. En observant ce qui finissait sur ces plateaux en étain, nous allons découvrir comment la nourriture a été utilisée tour à tour comme un outil de torture psychologique, un instrument de contrôle social ou, au contraire, une source d'ingéniosité incroyable pour survivre avec 3 fois rien. Du bouillon de tête de bœuf du 19e siècle aux briques de pain de punition sans saveur, chaque recette raconte une histoire de texture, d'odeur et de résilience. Mais ce voyage dans le temps n'est pas qu'une simple leçon d'histoire. En analysant ces mécanismes, vous allez découvrir des clés essentielles pour votre propre quotidien. Vous apprendrez comment l'industrie moderne a transformé notre rapport aux produits frais, pourquoi la variété est un besoin biologique absolu pour notre cerveau, et surtout comment l'extrême pauvreté ou l'isolement ont forcé les hommes à inventer des techniques de cuisine de fortune. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment reproduire chez vous, de manière totalement sécurisée et savoureuse, les aspects les plus malins de cette cuisine économique, tout en évitant les pièges industriels qui détruisent le goût et les nutriments. Attachez vos ceintures, l'histoire de la survie alimentaire commence maintenant. Pour bien comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut plonger dans les racines de la cuisine de subsistance et analyser la classification de ces repas de crise. Historiquement, que ce soit dans les prisons françaises du 19e siècle comme Clairvaux ou le bagne de Cayenne, ou simplement dans les foyers les plus modestes de nos régions lors des périodes de disette. La nourriture répondait à une classification binaire très stricte, l'alimentation punition d'un côté et l'alimentation contrôle de l'autre. Dans la première catégorie, l'objectif était purement arithmétique. Il s'agissait de calculer au centime près le coût minimal pour maintenir un corps en vie, sans aucune considération pour le plaisir ou la texture. En France, cela s'est longtemps traduit par la politique du pain sec et de l'eau, ou par des bouillons clairs basés sur des restes de boucherie que personne d'autre ne voulait acheter. On utilisait les abats, les têtes de bétail ou les carcasses bouillies pendant des heures pour en extraire le moindre sédiment de gras. À l'opposé, l'alimentation contrôle, dont Alcatraz est devenu le symbole ultime dans les années 1930, repose sur un principe psychologique inversé. Un estomac plein est un estomac calme. En offrant des portions généreuses, des viandes rôties et des pâtisseries faites maison, l'administration achetait la paix sociale. Cette approche a mis en lumière une réalité domestique que toutes nos grands-mères connaissaient bien en temps de crise. La nourriture est le premier levier de stabilité émotionnelle au sein d'une communauté. Entre ces deux extrêmes s'est développée une troisième catégorie fascinante, la cuisine de la débrouille ou l'économie parallèle. Privés de vrais fourneaux ou de budget, les hommes ont toujours classifié et réorganisé les ingrédients à leur disposition pour recréer du lien. Chez nous, cela a donné naissance à des classiques de la cuisine pauvre comme le pain perdu, la soupe aux cailloux ou les galettes de bouillie de maïs et de sarrasin. En milieu fermé, cette sous-culture s'est transformée avec l'arrivée des produits industriels. Le paquet de nouilles instantané ou le simple sandwich de charcuterie bas de gamme sont devenus de véritables monnaies d'échange. Cette évolution montre une transition historique majeure. Nous sommes passés d'une cuisine brute, difficile à cuire mais naturelle, les abats et les céréales anciennes, à une alimentation moderne ultra transformée. Bon marché, mais totalement déconnectée de la terre. Comprendre cette classification, c'est réaliser que chaque plat de misère ou de luxe cache une stratégie bien précise
pour manipuler le comportement humain par le biais des papilles. Entrons maintenant dans le vif du sujet en analysant de près la texture, le goût et la préparation de ces repas emblématiques, pour comprendre ce qui sépare un festin de crise d'une véritable torture sensorielle. Commençons par l'exemple le plus extrême, le fameux pain de punition. Une version modernisée de la sinistre mixture autrefois servie dans les cachots français. Visuellement, il s'agit d'une brique grise et dense, obtenue en broyant ensemble des restes de viande hachée, des haricots blancs, des légumes bouillis et de la chapelure, le tout cuit sans aucun assaisonnement ni matière grasse. En bouche, l'expérience est terrible non pas parce que c'est toxique, mais à cause de la monotonie absolue. Notre cerveau est programmé pour chercher de la variété et du contraste, du croquant, de l'acide, du salé. Ici, la texture est uniformément pâteuse, le goût est neutre, presque métallique, et l'absence totale d'arôme brise le réflexe de salivation. C'est l'anticuisine par excellence. À l'opposé de cette brique de ciment alimentaire, les menus de la belle époque d'Alcatraz, ou les grands repas de fête des pénitenciers français, comme le traditionnel ragoût de Noël à la prison de la Santé, relevaient de la pure cuisine ménagère. Prenez le hachis parmentier ou les croquettes de bœuf de 1946. La viande était mijotée lentement, avec des oignons et des herbes pour développer des sucs savoureux, puis recouverte d'une purée de pommes de terre fraîches, dorée au four pour obtenir une croûte croustillante. Le contraste entre le moelleux de la viande en sauce et le craquant de la surface libérait de la dopamine chez les convives. Pourquoi une telle différence ? Parce que ces plats respectaient la règle d'or des secrets de grand-mère. Le temps de cuisson et le liant. Même avec des morceaux de viande de troisième catégorie, un mijotage de 3 heures transforme le collagène en gélatine fondante, rendant le plat réconfortant. Enfin, analysez le phénomène de la cuisine de fortune, comme le fameux spread ou la gamelle de fortune des Chambrés. En France, cela rappelle la technique des poilus dans les tranchées ou des étudiants fauchés. On prend une base de féculents très bon marché, des nouilles instantanées ou de la bouillie de sarrasin. On écrase des chips à la volaille pour apporter du sel et du croquant, et on lie le tout avec de la vache qui rit ou un reste de sauce tomate en tube. Le résultat est visuellement peu ragoûtant, mais gustativement explosif, saturé en glutamate et en graisse. La grande différence entre ces trois mondes ne réside pas dans le coût des ingrédients, qui reste dérisoire dans tous les cas, mais dans l'intention. Le premier cherche à éteindre l'essence par la neutralité, le deuxième cherche à apaiser par la tradition ménagère, tandis que le troisième montre la révolte de la créativité humaine qui refuse de se laisser affamer par la fadeur. Après avoir exploré l'histoire et la science de ces repas extrêmes, passons à la pratique. Comment s'inspirer des meilleures astuces de cette cuisine de subsistance pour optimiser votre quotidien, faire des économies drastiques, tout en évitant les erreurs qui tuent le goût. Le premier secret réside dans l'art de magnifier les morceaux de viande les moins chers, exactement comme le faisaient les cuisiniers des grands réfectoires d'autrefois ou nos grands-mères dans leur cuisine de campagne. Au lieu d'acheter des pièces nobles et coûteuses, tournez-vous vers des morceaux à mijoter comme le paleron, la joue de bœuf ou le collier d'agneau. L'astuce technique incontournable pour réussir ces plats économiques est la réaction de Maillard. Faites d'abord revenir votre viande à feu vif dans un peu de matière grasse jusqu'à ce qu'une croûte brune et aromatique se forme au fond de la cocotte. C'est ce geste simple, combiné à un long mijotage à feu doux avec des légumes racines de saison, carottes, poireaux, navets, qui va transformer des ingrédients rudimentaires en un jus de viande ultra savoureux pour l'accompagnement. Appliquez la méthode du parmentier ou de la croquette. La pomme de terre est votre meilleur allié budgétaire. Pour réussir une purée d'une texture parfaite sans dépenser une fortune en crème, utilisez l'eau de cuisson des pommes de terre, riche en amidon. Pour détendre la chair écrasée, puis ajoutez simplement une noix de beurre ou un filet d'huile locale. Si vous gérez des restes de la veille, ne les jetez jamais. C'est ici que l'erreur fréquente survient. Réchauffez bêtement au micro-ondes, ce qui rend les féculents caoutchouteux et dessèche la viande. À la place, hachez vos restes de mijotés, recouvrez-les de votre purée, saupoudrez d'un peu de chapelure maison, faite avec votre pain rassis mixé et enfournez.
Vous obtenez un plat croustillant, réconfortant et d'un coût de revient inférieur à 2 € par personne. En matière de conservation, le sel et le vinaigre restent les rois de l'économie domestique. Vous pouvez réaliser vos propres légumes saumurés, comme les cornichons ou le chou rouge façon pickles, en faisant bouillir un volume de vinaigre blanc pour 2 volumes d'eau, avec une pincée de sel et de sucre. Versez sur vos légumes coupés en fines lamelles dans un bocal propre. Cela apporte cette touche d'acidité et de croquant qui réveille instantanément les plats les plus simples, évitant ainsi la monotonie sensorielle que nous avons évoquée. La règle d'or pour ne jamais se tromper est de toujours équilibrer vos assiettes économiques autour de 3 piliers. Un féculent texturé pour la satiété, un élément acide ou épicé pour stimuler les papilles, et un mode de cuisson lent qui fait le travail à votre place. C'est ainsi que l'on transforme la crainte budgétaire en une véritable signature gastronomique. En fin de compte, l'histoire de la cuisine de subsistance nous montre que l'assiette est bien plus qu'un simple carburant pour le corps. Elle est le reflet direct de notre dignité et de notre ingéniosité. Qu'il s'agisse des cuisines d'Alcatraz, qui utilisaient des menus de brasserie pour maintenir la paix, des recettes de fortune inventées par la débrouille collective, ou des plats de terroir que nos grands-mères préparaient avec 3 fois rien pendant les périodes de rationnement en France, cuisiner a toujours été un acte de résistance face à la misère ou à la monotonie. En comprenant les mécanismes de la texture, du contraste des saveurs et de la cuisson lente, nous pouvons nous réapproprier cette science de l'économie domestique sans jamais sacrifier le plaisir de la table. Pour vous aider à appliquer ces principes dès aujourd'hui dans votre cuisine, voici votre checklist compacte pour réussir vos repas économiques. Le choix du morceau, privilégiez les coupes de viande de 3e catégorie à mijoter, paleron, collier. À bas, pour un coût minimal et un maximum de tendreté après cuisson, la règle de Maillard. Marquez toujours vos viandes et vos oignons à feu vif au fond de la marmite avant d'ajouter le liquide pour libérer les sucs aromatiques, le recyclage anti-gaspillage. Transformez systématiquement vos restes de la veille en gratin ou en hachis parmentier en utilisant du pain rassis mixé pour obtenir une chapelure croustillante gratuite, le contraste sensoriel. Intégrez toujours un élément acide ou croquant, comme des pickles de légumes maison au vinaigre, pour casser la monotonie des féculents et stimuler le cerveau, la conservation intelligente. Utilisez la saumure et la cuisson lente en grande quantité, batch cooking, pour économiser de l'énergie et optimiser votre budget hebdomadaire. La prochaine fois que vous préparerez un repas simple, rappelez-vous que les associations les plus basiques cachent souvent des siècles d'histoire et de psychologie humaine. C'est maintenant à vous de prendre la parole dans l'espace commentaire. Quelle est la recette économique ou le secret de grand-mère de votre propre famille qui vous réconforte le plus en fin de mois? Est-ce qu'un simple hachis parmentier maison fait avec les restes du dimanche vous touche plus qu'un plat de restaurant étoilé? Partagez vos histoires et vos astuces de terroir. Je lis tous vos messages. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains voyages culinaires dans l'histoire. Prenez soin de vos papilles, cuisinez malin, et à très vite pour un nouvel épisode de Food Explained.